La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, hashtag la réussite est en vous. Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour votre nouveau rendez-vous, le TVR BPGO Business Club. Et une fois n'est pas coutume, nous avons déserté l'Atrium pour être reçus au siège de l'Ordre des avocats de Rennes. Grand merci en tout cas au bâtonnier maître Éric Lemonnier pour accueillir cette émission. Une émission de 26 minutes, bien évidemment avec nos chroniqueurs. Merci en tout cas Bruno Pin, vous êtes directeur général adjoint à la BPGO. Vous êtes entouré de deux chroniqueuses qui ont l'habitude d'intervenir. Bien évidemment Valérie Cotreau, PDG d'Artefacto, mais également Marie-Louis, déléguée générale du Fonds Nominoé au CHU de Rennes. Bonsoir. J'aimerais que l'on applaudisse notre invité. Merci à Victorien Hérussard. Victorien Hérussard, grand merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes skipper, vous êtes officier de la marine marchande, président et capitaine d'Energy Observer, premier navire hydrogène autour du monde qui est, je crois, actuellement en Nouvelle-Calédonie. Il va partir vers Singapour, c'est bien ça? Oui, demain, tout à fait. Demain. Vous êtes un marin émérite, vous avez également navigué dans de grandes compagnies, Brittany Ferries, vous avez même travaillé sur la compagnie du Ponant. Vous êtes vraiment un véritable expert aussi pour cette émission, nous projeter vers l'avenir, c'est-à-dire vraiment cette énergie vertueuse. Avant cela, puisque la Jacques Vabre vient de partir et que nous étions il y a quelques heures encore sur un même plateau, votre palmarès de navigateur et de skipper force vraiment l'admiration. 4 Jacques Vabre au compteur, dont 2 fois deuxième. Vous avez fait une route du Rhum, vous avez terminé 3e, mais également 2 Québec-Saint-Malo. Et je pense que dans le courant de cette émission, vous nous direz qu'en plein milieu de l'Atlantique, il vous est arrivé quelque chose qui vous a peut-être donné ce rebond aujourd'hui avec l'hydrogène. Justement, cette première question, j'aimerais vraiment vous la poser, une question très grand public. Est-ce que l'hydrogène est vraiment le moyen de demain ? Alors, c'est un moyen de décarboner beaucoup de choses, notamment pour l'instant l'industrie, mais aussi la mobilité. Donc, ça ne va pas tout révolutionner au niveau énergétique. Ça va faire partie du mix énergétique. On prédit pour 2050 que ça va nous permettre de réduire de 20% nos émissions de gaz à effet de serre. Ça sera 18% du mix énergétique. Ça sera en parallèle 30 millions d'emplois créés pour ces nouvelles technologies. Et donc voilà, mais c'est un formidable vecteur énergétique. Ce n'est pas une source d'énergie primaire, c'est une source d'énergie secondaire. On a besoin d'énergie pour la produire. Mais voilà, c'est un carburant zéro émission qui est idéal pour toutes sortes d'applications. Et où on est très fiers, parce que vous êtes malouin, c'est que ce bateau Energy Observer qui sillonne le monde est vraiment le premier bateau. C'est la première fois vraiment qu'un territoire, Saint-Malo en l'occurrence, sillonne le monde pour peut-être porter la bonne parole. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'explorateurs à l'époque à Saint-Malo, qui partaient de Saint-Malo, mais en général, c'était pour aller conquérir des territoires. Voilà, là, c'est un autre message avec Energy Observer. C'est surtout pour accélérer la transition énergétique. Et donc, ce qui était extrêmement intéressant avec ce navire laboratoire, c'est qu'il représente un espèce de cercle vertueux de l'énergie. C'est un smart grid, c'est un navire intelligent, ce bateau. Qui associe le mix énergétique, donc la production d'énergie, le stockage, court terme avec les batteries, long terme avec l'hydrogène qu'on produit à partir de l'électrolyse de l'eau de mer. Voilà, c'est un système digitalisé, décentralisé, décarboné et qui représente les énergies de demain. Première question pour un grand spécialiste, Bruno Pin, qui est directeur général adjoint de la BPGO et grand spécialiste de toutes ces questions bleues. Merci Stéphane. Victorien,
On a parlé de votre passé de navigateur. Moi, j'ai 2 questions. Est-ce que ça vous manque, la course au large? C'est déjà le premier point. Et puis, surtout, qu'est-ce qui fait dans votre parcours de navigateur, d'amoureux de la mer sur un bateau, qu'est-ce qui vous fait basculer, qui vous fait penser à l'hydrogène et qui fait lancer toute l'aventure Energy Observer? Alors oui, bien évidemment, la course au large, la compétition me manque. Hein. J'ai fait ça pendant plus de 20 ans. Et donc à chaque fois qu'il y a un départ de course, j'ai un pincement au cœur. En même temps, j'adore, parce que j'ai plein de copains qui partent. Mais voilà, donc je suis complètement accro hein, sur les cartos pour suivre. Alors notamment Thibaut Vauchel-Camus, qui était mon co-skipper sur mes dernières courses en Atlantique, qui court sur le défi voile solidaire en peloton pour la Fondation Arcep. Et donc, pourquoi l'hydrogène? Pourquoi Energy Observer? Donc, à l'origine, j'étais un aventurier des mers pour des challenges sportifs. Et je me suis lancé dans une aventure technologique à la suite d'une expérience, c'était en 2013, lors de mes transats Jacques Vabre, où entre les îles du Cap-Vert et le Brésil, j'étais deuxième. J'aurais pu faire trois fois deuxième. 3 fois deuxième. Et j'ai eu un souci de safran, mais j'ai surtout aussi eu un souci d'énergie. Je me suis retrouvé avec une panne d'alternateur. Et à l'époque, en 2013, il y avait encore très peu de panneaux solaires. Les panneaux solaires étaient encore défectueux, ça ne fonctionnait pas très bien. Il y avait peu d'éoliennes. Donc j'ai trouvé que nos navires n'étaient pas assez intelligents. Et j'ai eu un déclic. Et voilà. Et donc après, j'ai eu une certaine évolution de conscience, on va dire, quand j'ai vu l'urgence climatique, et j'ai décidé de mettre toute mon énergie dans cette aventure technologique plutôt que dans mes challenges sportifs. Voilà. Valérie Cotreau, PDG d'Artefacto. Bonsoir. Je reviens sur la problématique énergétique. Un des enjeux majeurs, en fait, qui concerne cette transition, est d'utiliser une énergie décarbonée. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'un jour, on pourra faire sans le nucléaire ? Non, sincèrement, je ne pense pas. Ce qu'il faut espérer, c'est que le nucléaire sera un petit peu plus vertueux, notamment au niveau du traitement des déchets. On ne sait pas quoi en faire des déchets. Il y a des nouvelles technologies qui sont en train de se développer. Donc, le nucléaire, de toute façon, fera partie du mix énergétique. On est de plus en plus sur Terre. On est de plus en plus nombreux. On est accro à l'énergie. Donc voilà, ce qui est important, c'est de décarboner le plus rapidement possible. On n'a plus beaucoup de temps, vu les scénarios présentés par le GIEC du 1er au 5e, pour décarboner notre énergie, pour éviter d'émettre du gaz à effet de serre. Et donc pour cela, le nucléaire quand même est en pole position, mais il faut l'associer à un mix énergétique, donc renouvelable, de l'éolien, de l'hydrolien, du photovoltaïque, de la biomasse, et éliminer complètement les énergies fossiles et tous ces gaz à effet de serre qui ont un pouvoir de réchauffement global extrêmement important, comme le méthane, qui, je le rappelle, a 28 à 36 fois plus de pouvoir de réchauffement que le CO2. Une nouvelle question. Marie-Louis, déléguée générale du Fonds Nominoway au CHU de Rennes. On entrevoit plutôt bien les solutions. Alors après, comment peut-on faire pour qu'on soit entrepreneur ou particulier? Comment fait-on pour s'approprier ces solutions de manière très prosaïque? En fait, j'ai pas fait du tout comme tout le monde. D'habitude, on crée une industrie et puis on lance. Souvent derrière, on sponsorise un bateau ou un projet, une équipe sportive, etc. Nous, on a fait l'inverse. On a commencé par cette aventure technologique, ce navire laboratoire, complètement d'intérêt général, avec le soutien de partenaires financiers, hein, comme au tout début Banque Populaire, le Crédit Maritime et puis maintenant BPCE. Grâce aux partenaires institutionnels, partenaires technologiques, donc vous créez tout un écosystème. Après, il faut de l'énergie, une bonne équipe. Et puis après, on a voulu se diversifier parce qu'on a fait un constat à travers notre tour d'Europe qui avait beaucoup de discours, de très beaux projets PowerPoint, comme je les appelle, avec des très belles images 3D. Mais voilà, ce que j'aime bien, c'est être faiseur. Et donc, on a réussi à convaincre nos partenaires sponsors et mécènes de nous faire confiance et d'investir avec nous dans ces nouvelles solutions énergétiques durables, donc créer notre propre société industrielle. Et donc, on est très, très fiers parce qu'on l'a développé donc sur Paris et au sud de Paris, et puis aussi à Saint-Malo et à Lyon. On a 3 sites.
Et on est en train de développer de très très beaux produits, notamment des générateurs électro-hydrogène et des solutions de propulsion maritime hydrogène pour les navires. Donc voilà. Alors on va suivre des images, un moment très important, double moment très important pour vous, Victorien. C'était la mise à l'eau de ce magnifique bateau, c'était à Saint-Malo. Très important parce que la mise à l'eau d'un bateau, c'est toujours un moment fort. Et c'était aussi la naissance de l'un de vos enfants ce jour-là. Oui, tout à fait. C'était le 14 avril. On était tous en train de vous attendre. Exactement. Vous pensiez que j'avais fait la fête, je me souviens. C'était pas du tout le cas. Non, j'avais invité plus de 500 personnes. Il y avait 5000 personnes, je crois, sur l'esplanade de Saint-Vincent. Bien sûr. Et donc voilà. Et à bord de l'Étoile du Roi pour le réceptif et les discours. Mais vous êtes quand même venu. Ben oui, mon fils est né à 13h02. Et on a mis ou midi 52, je sais plus. Et 20 minutes plus tard, je suis arrivé, j'étais trempé de sueur et j'ai mis le bateau à l'eau. Quand je suis arrivé, il était en l'air. Si je vous dis ça, c'est que à bord, sur ce bateau, il y avait beaucoup d'attentes. On se disait, il y avait de la fierté, il y avait de l'émotion et surtout de l'attente en se disant, voilà, il y a quelque chose qui va peut-être enclencher une suite favorable demain pour cette fameuse énergie vertueuse. Vous le ressentiez à ce moment que l'attente était mais vraiment terrible et elle l'est toujours aujourd'hui. C'est un vrai symbole, ce navire, c'est un vrai ambassadeur. Et en fait, c'est un concours de circonstances, hein, tout ça, mais il a vraiment apporté sa pierre à l'édifice pour la transition énergétique. En fait, Nicolas Hulot, qui a été le parrain de tous mes projets sportifs, notamment mes aventures maritimes, il était parrain de mon premier Rome en 2006. Il était bien évidemment le parrain d'Energy Observer. Et lorsqu'on met le bateau, la période où on a mis le bateau à l'eau, on a commencé à faire notre tour de France, il devient ministre d'État. Donc voilà, un jour il m'a appelé, il m'a demandé si on pouvait embarquer le Premier ministre Édouard Philippe. Et donc c'était une façon de passer du temps en mer, de comprendre en fait toutes ces technologies. Parce que nous, comme je vous le dis, on est producteur sur ce bateau d'énergie, on stocke cette énergie donc pour pallier à l'intermittence d'énergie renouvelable, et on utilise cette énergie décarbonée. Donc c'était une formidable façon de comprendre toutes ces briques technologiques et de se les transposer à l'échelle d'un territoire ou à l'échelle nationale. Et un an plus tard a eu lieu le premier plan hydrogène en juin 2018, et en septembre 2019 ou 2020, septembre 2020, plan hydrogène annoncé par le gouvernement, par le président Macron et par Bruno Le Maire, très très ambitieux. Et après, c'est toute l'Europe qui a suivi et maintenant le monde entier. Donc, là, on se dit qu'on est quand même à la base de quelque chose. Ouais, je pense qu'on a fait un bon travail. Un très beau travail. Bruno. On a commencé avec Energy Observer. C'est un bateau, un peu un bateau laboratoire, un peu un bateau pédagogique, puisqu'il faut aussi porter la belle parole. L'étape d'après, c'est EODEV, on en parle un peu. C'est quoi cette étape? Parce que là, on change d'échelle en termes de production d'énergie et de modèle hydrogène que vous voudriez déployer un peu partout. Alors avec EODEV, en fait, on a industrialisé et fiabilisé les technologies qui ont été développées sur le bateau. Donc là, récemment, on a développé le bateau, un taxi-boat, un bateau de 12 mètres d'un jeune armateur, d'une femme qui s'appelle Chloé Zayed, qui a une énergie incroyable. Et vous savez, les calanques de Marseille sont interdites aux navires diesel et on lui a développé son navire hydrogène. On a plein d'autres projets actuellement en cours. On a été sélectionné par un appel à projet pour transporter les athlètes lors de Paris 2024, donc sur des navettes à passagers. On a une cinquantaine de beaux projets dans le maritime. Pour la petite plaisance, on va dire, pour des bateaux inférieurs à 50 mètres pour l'instant. C'est la technologie qui a été développée sur Energy Observer. Petite puissance, hydrogène gazeux, etc. Et on a développé ces fameux générateurs. On a commencé à en vendre, là pour l'instant, une quinzaine. On l'a présenté au dernier salon de l'hydrogène Evolution à Paris. Mais ça, c'est une étape. Il y a encore d'autres applications, d'autres secteurs à décarboner. En tant qu'officier de marine marchande, j'ai navigué sur des ferries, navires de croisière, donc des gros bateaux avec des grosses puissances qui émettent beaucoup de CO2 et beaucoup de particules fines. Il faut savoir qu'il y a 95 000 navires de commerce dans le monde. Ça représente 3% des émissions de gaz à effet de serre mondiales.
Et ce qui m'intéresserait maintenant, c'est de passer à l'étape supérieure et de décarboner cette industrie maritime qui se pose beaucoup de questions actuellement. Quel va être le carburant du futur pour ces gros navires ? Est-ce que ces bateaux vont fonctionner avec de la batterie? Je vous dis tout de suite non. La densité énergétique des batteries pour des gros navires, c'est impossible. Est-ce que ça va être de l'hydrogène gazeux? Non plus, parce que ça prendra aussi trop de place. L'hydrogène, comme on a sur notre bateau à 350 ou 700 bars, comme sur les voitures, c'est pas possible non plus. Est-ce que ça va être de l'hydrogène liquide? Peut-être, c'est le sujet sur lequel on va travailler. Et est-ce que ça va être de l'iméthanol, donc du carburant neutre en carbone, on va dire, ou de l'ammoniac, etc. Et donc, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de mettre de l'énergie pour décarboner ces navires industriels. Et donc, ça va être le cadre d'une étude qu'on va commencer cette année et d'un projet qu'on présentera très certainement en fin d'année 2022. On voit qu'on est un petit peu à la croisée des chemins et que c'est un peu le champ des possibles en la matière. Exactement. Valérie? On y va. En août dernier, vous avez fait la première transpacifique avec Energy Observer. 25 jours, 5 personnes. C'est quoi la vie à bord? Qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, les 25 jours... J'ai lu ça chez vous. Déjà, les 25 jours, en fait, c'est un bateau endurant. C'est vrai que quand on compare avec nos bolides de course... le trimaran Banque Populaire, il faut savoir qu'il y a très peu d'énergie à bord, hein, c'est des bateaux volants, il n'y a pas de confort à bord. Et voilà, nous, c'était pas une critique. Hein. Non, pas du tout. Mais moi, je complexais par rapport à ma vitesse. Vous imaginez, je pars de la course au large pour faire un tour du monde à 5 nœuds. Mais ce qui est intéressant à travers, et c'est lorsque Nicolas Hulot est venu naviguer quelques jours à bord qu'il m'a dit mais arrête de complexer. En fait, comment on a déréglé le climat en utilisant de l'énergie qu'on a emmagasinée pendant des millions d'années et qu'on a utilisée avec de l'inconscience en quelques décennies. Et en fait, c'est vrai que lorsqu'on est allé au Spitzberg en 2019, on partait de Saint-Pétersbourg et on allait remonter en fait jusqu'à 1000 km du pôle Nord avec ce navire, uniquement aux énergies renouvelables. Et donc, il fallait être très économe avec ce navire. Et surtout, il ne fallait pas aller trop vite. Si j'allais trop vite, je ne passais pas la mer Baltique. En revanche, en décélérant un petit peu, j'arrive à faire le tour du monde. Et c'est un peu l'image et la trajectoire qu'on doit prendre pour aller beaucoup plus loin. Donc, je ne complexe plus. C'était pas l'idée. Hein. C'est quoi la vie à bord pour l'équipage sur un bateau comme ça? En tout cas, il est magnifique. Hein. Tout est blanc à l'intérieur. Ouais, le brief, c'est vaisseau spatial. Je me souviens à l'époque. Non, mais c'est classe. C'était très réussi. La vie à bord, en fait, alors l'équipage est composé d'officiers de marine marchande, d'ingénieurs, donc des ingénieurs systèmes spécialisés notamment en hydrogène. On a des scientifiques embarqués, scientifiques spécialisés en biologie marine, spécialisés en énergie, environnement et durabilité. On a des anciens forces spéciales militaires à bord. C'est un bateau qui ne va pas très vite. On fait attention à des zones à risque. Il y a des points chauds quand même. Exactement, il faut faire attention à cela. D'ailleurs, Peter Blake a vécu... un problème de piraterie sur ce navire, donc on fait attention. C'est un ancien bateau de course. Hein. Pardon ? Qui est un ancien bateau de course. Oui, exactement. Oui, qui a gagné le record du monde, trophée Jules Verne en 93 ou 94. Donc voilà, donc c'est intéressant parce qu'il y a et on a des journalistes embarqués également, donc il y a plein de profils différents. Et alors on a fait beaucoup de films documentaires. On a eu la chance d'être soutenu par le groupe Canal pendant quelques années. On a produit plus de 13 films documentaires, donc ça nous prenait beaucoup de temps. On fait beaucoup d'escales. Lorsqu'on est en mer, on prépare nos escales et après on rencontre beaucoup de monde, on sensibilise, on acculture à ces nouvelles technologies, on fait beaucoup de pédagogie et on essaye d'emmener tout le monde avec nous pour accélérer. Marie. Alors, j'ai envie que vous nous fassiez rêver un peu et j'aurais envie que vous m'expliquiez à quoi ressemble le monde idéal selon Victorien Herressard, disons à horizon 2050. Le monde idéal, alors surtout là, je me suis tellement mis dans l'énergie, c'est qu'on arrive à respecter ce qu'on a dit, donc essayer d'éviter d'avoir une hausse de température supérieure à 1,5 degré.
Donc voilà, on voit plusieurs sortes de scénarios. On parle de 2 degrés, 4 degrés, 5 degrés. Et donc 5 degrés en moyenne, ça peut être 10-15 degrés dans certaines parties du globe. Donc le monde idéal, c'est de tenir nos objectifs à l'horizon 2050. Et c'est d'arriver à ne plus émettre de gaz à effet de serre, de rééquilibrer en fait le climat. C'est ça mon monde idéal. Et en tout cas, c'est toute l'énergie que l'on a mis à travers ce projet, à travers la collaboration avec nos partenaires pour essayer de s'orienter vers ce monde idéal. Alors c'est incroyable parce que Energy Observer adore les belles villes, les grandes villes, vous rencontrez un peu les grands de ce monde, mais Paris, Energy Observer aime bien. On se rappelle que le bateau était monté en juillet 2017, il faisait plus de 40 degrés, c'était vraiment quelque chose d'incroyable et nous avons les images que vous voyez à présent. Et puis il y a aussi quand même une autre partie au niveau de l'image, là ça avait vraiment, vous me permettez l'expression, mais de la gueule parce que, et merci à Vincent Combe de Rivacom qui nous a transmis aussi ces images, parlez-nous de cette tour Eiffel, vraiment qui s'éclaire, qui s'illumine. Alors ça, c'était le culot, on va dire. Je crois que la dernière... ce genre d'illumination a été faite, je crois, au début dans les années 30, je crois, par Citroën. Il y avait le logo de Citroën. Et on a réussi à mettre le pictogramme d'Energy Observer sur la tour Eiffel. Alors pourquoi ? Tout simplement, pourquoi Paris? Parce malheureusement, avec la crise sanitaire, notre odyssée autour du monde a été légèrement impactée. On devait être présent aux Jeux Olympiques de Tokyo, oui. Et on devait inaugurer en fait le nouveau village d'Energy Observer, qui n'est plus du tout le même village qu'on avait présenté en 2018 à Saint-Malo lors de la route du Rhum. On l'a reconfiguré intégralement pour partager vraiment une expérience immersive d'Energy Observer, de la transition énergétique, de faire comprendre au public beaucoup de choses. Et donc, il fallait qu'on inaugure ce village. On a eu un accueil très agréable de Madame la maire Anne Hidalgo, qui nous a à nouveau accueillis à Paris, mais sans le bateau qui était à l'autre bout du monde, coincé. Et donc, ce village, on l'a inauguré place Jacques-Rueff, donc devant la Tour Eiffel. Et on a réuni tous les acteurs industriels qui développent des solutions hydrogènes, que ce soit la production, mais aussi des applications, mobilité, etc. On a appelé cette opération le Pari de l'hydrogène. Et on a apporté notre fameux générateur, donc notre groupe électro-hydrogène qui n'émet que de la vapeur d'eau, qui ne fait pas de bruit, etc. Et on a fait un son et lumière avec en plus la musique originale du groupe R de Jean-Benoît Dunkel. Et donc, on a apporté 80 projecteurs qui étaient tous automatisés. On a fait donc ce son et lumière en plein soir. On était malheureusement encore en confinement, donc on était très peu de personnes, mais on a filmé toutes ces images et c'était un moment extrêmement symbolique qui a été relayé d'ailleurs par le ministre Bruno Le Maire, parce que voilà, la Tour Eiffel, c'est quand même fort. C'était très fort, belle opération. Il nous reste 3 minutes. Bruno. À quand l'hydrogène sur les beaux bateaux de course, les Formule 1 linéaires comme le Maxi Banque Populaire? Alors ça, c'est une super question. On est en train d'instrumentaliser en fait plein de bateaux. En tout cas, un bateau dans chaque catégorie, un Ultime, un IMOCA, classe 40 et Océan 50. Donc on récupère des données énergétiques de ces différents navires et on s'est rendu compte qu'on a une solution en fait pour assurer la propulsion des navires lorsqu'ils font leurs manœuvres avec une propulsion électrique, avec des batteries, avec un mix énergétique, panneaux solaires, éoliens. Et si vous rajoutez une petite pile à combustible et un réservoir hydrogène à 700 bars, on pourrait avoir des performances extrêmement intéressantes pour tenter des courses en Atlantique, des records autour du monde. On est en train de travailler pour voir l'énergie qu'il faudra embarquer pour un record autour du monde pour un Ultime, enfin pour un trophée Jules Verne. Donc voilà, je pense que ça va arriver dans 2 ans, mais l'avantage, c'est qu'on pourra entièrement automatiser le système et qu'il n'y aura plus à démarrer son moteur thermique qui nous gêne tous les 2 heures. Parce que pour des marins, en fait, d'être contraint de démarrer ces moteurs thermiques qui vibrent souvent, ça nous déstabilise un petit peu, ça nous réveille, ça nous fatigue.
Donc l'avantage d'une pile à combustible, c'est que ça ne fait pas de bruit. Mais ça va arriver dans pas longtemps. On vous écouterait des heures, Victorien Erussard. Vous êtes un grand navigateur et surtout, vraiment, on voit toute la capacité que vous avez à mener à bien des projets. On est en tout cas très fiers de vous compter sur notre territoire pour faire avancer ces démarches très vertueuses d'environnement, parce que c'est quelque chose qui est très important pour la planète. On peut vous applaudir très fort. Victorien Erussard. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de ce TVR BPGO Business Club, où l'économie décryptée par ceux qui la font. On suivra avec grande attention, bien évidemment, la suite des projets Énergie Observer. Grand merci à vous. Merci également à l'Ordre des avocats qui nous a reçus pour cette émission. Très belle semaine à vous toutes et à vous tous. La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club. #La réussite est en vous.